Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Civil Genius. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, à savoir l'indépendance énergétique au Maroc. Et comme vous le savez, notre pays consomme de plus en plus d'énergie, mais on produit encore une grande partie à partir des ressources importées, à savoir le charbon, le gaz et le pétrole. Cela rend notre pays dépendant de l'extérieur, que ce soit en termes de prix de la ressource naturelle ou bien de la sécurité d'approvisionnement. Et pour répondre à ce défi, le Maroc a mis en place un modèle basé en partie sur des partenariats avec des acteurs privés et justement, il a investi dans des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, permettant à lui de devenir un acteur vraiment majeur dans ce domaine. Ou bien à cause de ses limites de ressources naturelles, notamment un manque de continuité, notamment dans le solaire ou l'éolien, il y a d'autres solutions qui s'imposent, à savoir le nucléaire, qui permet de produire beaucoup d'électricité de manière continue, ou bien des technologies comme tout ce qui est ressources qui travaillent avec l'hydrogène, qui commencent à émerger avec des applications sur l'industrie, le transport ou d'autres domaines. Mais ce sont des solutions qui restent toujours en développement et en recherche. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Bennouna, un expert d'énergie, un physicien, parler de cette problématique en toute profondeur. Est-ce que le Maroc peut-il être indépendant énergétiquement? Quel mix énergétique doit-il choisir pour assurer son avenir, flexibilité de production et surtout sa sécurité d'approvisionnement? Et pour cela, donc, je me permets de m'adresser à Monsieur Bennouna pour se présenter devant notre audience et justement pour continuer notre débat sur ce sujet. À Bien, vous la bonjour. parole, Monsieur Bennouna. Bonjour, j'ai déjà été présenté à Amine Bennouna. J'ai 70 ans et je trempe dans tout ce qui est énergie au Maroc depuis 2005. Et, et j'ai enseigné la physique pendant 42 ans entre le secondaire et le supérieur. Et j'ai fait diverses recherches, notamment dans les matériaux pour le solaire et par la suite sur d'autres formes d'énergie. Alors, la problématique marocaine est relativement simple à expliquer, à décliner. Si vous voulez, le, le sous-sol marocain est dans la continuité du sous-sol algérien, quelque part. Et le sous-sol algérien regorge d'hydrocarbures, notamment de gaz naturel. Il se trouve que, selon mes amis géologues, chose que je ne suis pas, hein, des hydrocarbures comme le gaz naturel se sont formés dans l'ère secondaire. Et l'Atlas marocain, notre magnifique Atlas qui est là, lui, il s'est formé durant l'ère quaternaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme déformation, d'accord, des plaques, des plaques de la structure qui porte l'Atlas aujourd'hui, qui se sont déformées de plusieurs milliers de mètres vers le haut. Et en se déformant, eh bien, elles ont libéré tout le gaz naturel qui se serait situé sous justement l'Atlas aujourd'hui. Ce qui fait que la probabilité pour qu'on trouve du gaz naturel en dessous, dans le sous-sol marocain est relativement peu probable. Voilà, donc le Maroc n'a donc pas beaucoup de ressources fossiles, notamment probablement que très peu de gaz naturel, le futur nous dira, mais sans doute très peu. Le charbon que nous avons à Jalada, il n'est pas d'excellente qualité, malheureusement, et on a abandonné son exploitation il y a maintenant près d'un quart de siècle. Et donc voilà, ça c'est une réalité. Donc si on n'a pas ça, il faut exploiter ce que nous avons. Et ce que nous avons de façon sûre, c'est le solaire et l'éolien, et nous l'avons en grande quantité, notamment grâce à notre façade atlantique, qui cumule d'un côté le solaire et de l'autre côté l'éolien. Il y a peu d'endroits dans le monde qui ont simultanément les deux ressources au même endroit. Si vous allez au Danemark, par exemple, ils ont beaucoup de vent et peu de soleil. Dans certains endroits, donc, il y a peut-être le Chili qui ressemble, la façade pacifique du Chili qui ressemble un petit peu au Maroc, qui arrive à avoir à la fois
une combinaison de solaire et d'éolien. Voilà, donc ceci étant, en 2009, Sa Majesté a fait un discours qui est devenu historique, dans lequel le Maroc a pris un réel virage vers l'exploitation des énergies renouvelables que sont le solaire et l'éolien. En sachant que le Maroc avait historiquement une autre énergie renouvelable, qui est l'hydraulique, l'hydroélectricité, notamment conventionnelle, avec les barrages. avec les parents. Et cette hydroélectricité a couvert les besoins du Maroc a couvert pratiquement 2 tiers des besoins du Maroc jusqu'aux années 70. Mais seulement voilà, les besoins ont beaucoup augmenté et la pluie, il y en a de moins en moins. Le résultat, c'est que, en fait, la production hydroélectrique en 2024 et en 2025 est descendue jusqu'à 1% des besoins du Maroc, ce qui fait que, bon, donc il est légitime d'appuyer sur les deux pédales d'accélérateur que sont le solaire et l'éolien. Voilà. Donc ce solaire et cet éolien, nous n'avons pas un portefeuille très bien garni, d'accord? C'est-à-dire que notre carnet de chèques est plutôt léger et nous sommes obligés de faire appel à des partenariats publics-privés pour que les entreprises privées viennent investir au Maroc pour que nous puissions faire développer ces capacités de production solaire et éolienne. Et donc, c'est le moyen qu'on a trouvé d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent public dans ces investissements-là, puisque l'argent public est déjà utilisé à bon escient dans beaucoup d'autres choses, dont notamment maintenant le développement du Maroc social. C'est justement quelque chose qu'on ne peut pas demander au privé de faire. Et donc, voilà, les investissements productifs sont faits par le privé au Maroc. Alors, bien sûr, c'est fait dans le domaine du charbon, c'est fait dans le domaine du gaz naturel. Et depuis Mhm. le milieu des années 2010, depuis 2000, c'est fait dans le domaine de l'éolien et du solaire. De telle sorte que, en fait, la capacité, pas seulement les capacités, mais la production d'électricité par le secteur privé représente K1, Ka environ aujourd'hui, environ 4/5 des besoins d'électricité du Maroc. En fait, le peu qui reste, c'est l'ONE, c'est la branche électricité de l'ONE qui s'en occupe, et c'est ce qui permet à l'ONE d'assurer la continuité de service. Parce que, disons-le tout net, en fait, les contrats de concession qui lient l'ONE aux producteurs privés, ce sont des contrats top, c'est-à-dire take or pay. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'acheter à ces producteurs privés tout ce qu'ils produisent. Ce qui signifie que, l'ONE doit acheter tout ce qu'ils produisent et compenser leurs éventuels déficits. D'accord? Et baisser sa propre production lorsqu'ils en produisent beaucoup. C'est le but du service public d'assurer D'accord. la continuité du service. Donc, dans ces conditions, on a effectivement une électricité produite par le secteur privé qui est la moins chère que l'on puisse imaginer, puisqu'on on leur garantit de leur acheter toute l'électricité qu'ils produisent, mais d'un autre côté, il faut compenser en cas de Difficile. déficience ou faire autre chose, bref, pour assurer la continuité de service au niveau de la production, au niveau de la satisfaction des besoins d'électricité humains. Donc, comme vous l'avez précisé, vous avez présenté le contexte. Donc, on a justement les gaz naturels
on n'a pas assez de ressources qui sont disponibles. Donc ça, c'est le premier constat. Le charbon, pas de qualité, pas bonne qualité pour l'exploitation. On reste justement appuyé sur deux solutions, le solaire éolien et les partenariats publics-privés qui nous permettent de compenser nos besoins en électricité. Et justement, on a l'hydraulique, mais avec une volatilité par rapport à ce que le Maroc a vécu ces dernières années avec une baisse. Ce qui nous mène justement à cette question que est-ce qu'on peut pas penser à d'autres solutions pour compenser ou bien justement pour gagner en indépendance? Est-ce qu'on peut pas penser à l'hydrogène, au nucléaire, à des solutions qui peuvent justement nous aider à être indépendants et peut-être qu'on soit nous les acteurs qui produisent leur propre énergie qui sera déployée dans l'ensemble des industries et des secteurs. À votre avis, Monsieur Benoît? Alors, on va commencer par le plus facile. Euh, Parler d'hydrogène vert au Maroc, parler d'hydrogène vert dès qu'il est question d'énergie au Maroc, c'est très sexy et il est très difficile d'avoir un entretien sur l'énergie au Maroc sans que ce truc ne sorte du chapeau. Alors, je vais donc y aller directement. L'hydrogène vert peut être utilisé comme un, un matériau, comment dire, à usage industriel, mais aussi pour produire de l'électricité ou comme moyen de stocker et transporter de l'énergie. Alors, pour l'usage industriel, nous avons un client au Maroc qui s'appelle l'OCP qui veut produire de l'ammoniac vert qui se produit à partir d'hydrogène vert. Donc, nous avons au Maroc un client qui veut acheter de l'ammoniac vert produit à partir d'hydrogène vert. Et cette production la production d'hydrogène vert représenterait pratiquement 40% de la production mondiale d'hydrogène vert en 2022. Alors, croyez-moi que ça crée un attrait qui est intéressant. Mais c'est une utilisation industrielle, non électrique, non énergétique. Pour ce qui est de l'utilisation énergétique, il faut savoir que l'hydrogène vert, aujourd'hui, le prix sur le marché, le prix moyen mondial est autour de 7 dollars, entre 6 et 7 dollars le kilogramme. Et que on ne pourra brûler de l'hydrogène vert dans une centrale électrique à cycle combiné que lorsque cet hydrogène vert descendra entre 1 et 2 dollars le kilogramme. Alors c'est un challenge qui pour l'instant n'est pas encore comment dire réussi. Donc l'hydrogène vert, selon mes estimations, on ne pourra pas l'utiliser dans le domaine de l'énergie avant entre 2035 et 2040. Ce sont des calculs faciles à faire. J'ai fait un article déjà sur ce sujet. Et donc voilà, si la progression de la demande en hydrogène vert augmente de plus de 10 à 15% par an, alors la baisse des coûts fera que la baisse des prix sera entre 1 et 2 dollars le kilogramme et alors on pourra en faire un usage énergétique. D'ici là, il vaut mieux ne pas parler d'hydrogène vert aujourd'hui parce que on va avoir des besoins d'ici avant 2035 et 2040 qu'il va falloir satisfaire quand même. Donc l'hydrogène vert, c'est pour demain. Pour ce qui est alors, l'hydrogène vert, il a un avantage, c'est que on le produit à partir de soleil ou de vent. Donc, si on pouvait produire de l'hydrogène vert à faible coût dans ce pays, il ne toucherait pas notre indépendance, au contraire, il l'améliorerait. Parce que nous produirions à ce moment-là un vecteur énergétique sur place à partir de ressources nationales. Pour le nucléaire, ce n'est pas le cas. Pour le nucléaire, d'abord,
le Maroc n'est pas producteur d'uranium. Donc, produire de l'électricité nucléaire ne change pas la donne en termes d'indépendance énergétique, puisque, par exemple, si on arrêtait nos centrales au charbon de Safi et des Jadida et qu'on les remplaçait demain par des centrales nucléaires, eh bien, ce qui est possible, hein, c'est probable dans le futur, après donc 2040, mais ça ne changera pas le problème de l'indépendance puisque nous serions obligés de continuer à importer le combustible qui serait cette fois-ci non pas du charbon mais de l'uranium. Ouais. Alors, donc en termes d'indépendance, ça ne change rien. Alors, je veux juste faire une parenthèse rapide par rapport à cet uranium. J'ai été, il y a très très longtemps, en stage de pré-embauche à l'OCP en 1976, et on entendait déjà parler à l'époque du trésor d'uranium caché dans les terrils de Khorebga. Les terrils, ce sont ces espèces de collines qui contiennent je dirais, le résidu le criblage, lavage de phosphate. Et on a toujours parlé de trésor d'uranium qui dormait là-dedans. Et que ça ferait la fortune du pays. Bon, moi je pose une première question toute simple, c'est pourquoi depuis 50 ans, 1976, on entend parler de ça et qu'on n'a pas exploité. On n'est quand même pas idiot. S'il y a quelque chose qu'on pourrait exploiter, on l'aurait fait depuis longtemps. Je ne suis pas un spécialiste de géomine, ni de géologie, ni quoi que ce soit. Et je pense que la concentration en uranium qui se trouve dans nos phosphates ou dans nos terrils, en fait, est trop faible pour pouvoir faire une exploitation rentable de l'uranium. Donc, si demain, il n'y a pas de technologie disruptive pour extraire cet uranium à faible coût, je pense que si l'on basculait vers l'électronucléaire demain, on serait obligé de continuer à importer l'uranium. C'est pas un problème en soi, mais bon, ça ne règle pas le problème de l'indépendance. Mais l'uranium, l'électricité à base d'uranium, l'électronucléaire pose. Bon, on va parler d'autre chose déjà. Alors, la fusion thermonucléaire. Alors, la fusion thermonucléaire, moi, j'ai été en classe de licence dans la fin des années 70 et mon professeur d'énergie nucléaire me disait que la fusion nucléaire, ce sera pour dans 50 ans. Et les physiciens nucléaires d'aujourd'hui nous continuent à dire exactement la même chose, c'est-à-dire dans 50 ans. Alors, si dans 50 ans, on nous dit encore dans 50 ans, bon. Alors, pour l'instant, la fusion n'est pas encore là. Quand elle sera là, on verra d'ici là, mais Ouais. pour l'instant, elle n'est pas encore là. Alors, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle, pour demain, ce qu'on appelle les small modular reactors, c'est-à-dire les petits réacteurs modulaires. Ces petits réacteurs modulaires, lorsqu'ils 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 fonctionnent, produisent aujourd'hui entre 50 et 300 mégawatts et sont utilisés essentiellement, alors, sont utilisés essentiellement dans la propulsion marine des porte-avions ou des destroyers ou des sous-marins, mais aussi, mais aussi dans quelques centrales, petites centrales électriques qui sont dans l'Arctique Nord de la Russie. Alors, ce sont des capacités de ces puissances-là, de 100 à 300 mégawatts, ce sont des puissances qui seraient intéressantes pour, euh, pour satisfaire les besoins croissants du Maroc. Mais euh, il se trouve que le prix des petits réacteurs modulaires aujourd'hui est prohibitif. Et il mène à une électricité qui serait de l'ordre de grandeur de 5 dirhams le kilowattheure. Et
je ne crois pas que nous ayons les moyens de nous payer une électricité à ce prix-là. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait que ces petits réacteurs modulaires sont fabriqués à l'unité et que cela coûte excessivement cher. Donc l'idée pour le futur, et c'est pour ça que les gens continuent à travailler là-dessus, en recherche-développement industriel notamment, c'est comment produire ces petits réacteurs modulaires en atelier, d'accord, c'est-à-dire en série, et pouvoir les transporter en pièces détachées pour les remonter quelque part. Mais ça suppose une production, ça suppose d'abord de trouver des moyens de produire ça en série, ensuite de trouver des moyens voilà, de modulariser ça. Alors pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça viendra peut-être demain, je ne sais pas. Je ne veux pas cracher sur l'avenir, mais bien. Abstraction faite de tout problème d'éventuel de, de déchets ou quoi que ce soit. Je parle simplement de ce qui convient au Maroc et ne convient pas en termes simplement de puissance ou de capacité ou de production. Maintenant, si on oublie donc la fusion qui est pour, nous dit-on, dans 50 ans, Nucléaire. les petits réacteurs modulaires qu'on nous dit pour après-demain, parlons de ce qui existe. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont des réacteurs de grande taille qui mènent à des turbines à vapeur qui produisent environ 1000 mégawatts chacune. Alors, nous n'avons rien au Maroc actuellement qui fasse 1000 mégawatts. Et si nous devions avoir un de ces réacteurs, et que ce réacteur devait être arrêté, ce qui est normal, environ 15% du temps, 10 à 20% du temps pour des raisons de maintenance, eh bien, il faudrait bien le remplacer par autre chose. Et cette autre chose, l'idée, ce serait qu'on ait deux réacteurs et non pas un seul. Donc, une centrale avec deux réacteurs qui permettrait de faire marcher alternativement l'un ou les deux réacteurs. Le problème est le suivant, c'est que c'est un avantage et un inconvénient dans le cas du Maroc. Une tranche de ce genre de réacteur produirait quelque chose comme 7500 gigawattheures annuels si le facteur de charge est suffisamment bon. Deux tranches produiraient donc 15 000 gigawattheures. Or, le Maroc aujourd'hui, les besoins du Maroc, c'est une espèce de boule, d'accord, dont, comme on a dit au début, 80% ou plus que 80% est déjà satisfait par des contrats take or pay avec des opérateurs publics, pardon, des opérateurs privés. Donc, sur les 45 000 gigawattheures besoins du Maroc, 35 000, plus que 35 000 sont déjà pris par ces contrats qui nous engagent jusqu'au milieu des années 40. Donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez de place pour mettre deux tranches nucléaires là-dedans, à moins de décider eh bien, que l'ONU disparaisse et que l'ONU ne produise plus et que l'ONU ne compense plus. Et là, on a un problème au niveau de la satisfaction des besoins. L'idéal, ce serait que, en théorie et sur le papier, l'idéal, ce serait que ces centrales nucléaires viennent remplacer le charbon pour lequel nous avons contracté des entreprises privées au milieu des années 40. Parce que d'ici là, il faut avoir, si vous voulez, un ordre de grandeur. Ces deux centrales dans laquelle il y en a une à Georges Losfar et l'autre à Safi,
Ces deux centrales comportent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranches de charbon, dont certaines à 300 mégawatts et d'autres à 600 mégawatts, à plus de 600 mégawatts. Elles cumulent une production approximative de 24 000 mégawatts. Alors donc, faire disparaître ces deux centrales au charbon laisse suffisamment de place pour deux, même un peu plus, peut-être trois tranches de Ok. de, de nucléaire à 1 gigawatt chacune. Voilà donc pour le nucléaire. Donc, alors, le problème qu'il y a, c'est que d'ici là, il va bien falloir satisfaire une demande qui va en augmentant. Et cette demande augmente actuellement de pratiquement 1400 kilowattheures par an. Pardon, gigawattheures par an. Donc 1400 gigawattheures, c'est environ 5 fois ce que produirait une tranche nucléaire. Non, pardon, 5 fois moins que ce que produirait une tranche nucléaire. Donc ça Bon. progresse, mais ça progresse pas suffisamment pour pouvoir insérer une centrale nucléaire là-dedans. Et donc il va bien falloir satisfaire ce besoin qui augmente d'environ 1400 gigawattheures par an. Et le nucléaire est trop gros. Le nucléaire d'aujourd'hui, je ne parle pas de la fusion de demain ou des SRM, des Bon. des petits réacteurs modulaires, je parle des réacteurs à fission d'aujourd'hui. Ils sont trop grands pour le Maroc. Ou si vous préférez, la place qui reste dans un Maroc qui est trop petite pour ça. Donc il va falloir, d'ici là, satisfaire une demande qui augmente de 1400 gigawattheures par an. Alors 1400 gigawattheures par an, c'est pratiquement 800 mégawatts de solaire à mettre tous les ans, ou bien 400 mégawatts d'éolien à mettre tous les ans pour satisfaire cette augmentation de 1400 gigawattheures annuels. Voilà. C'est très approximatif ce que je dis, mais c'est pour fixer les ordres de grandeur, pour voir qu'est-ce que nous devons faire entre-temps. Alors, le problème, c'est que plus on ajoute de solaire et plus on ajoute d'éolien, plus on expose le réseau électrique marocain à des risques d'instabilité. Stabilité provenant notamment du fait que ce sont des électricités intermittentes. Parce qu'il n'y a pas de soleil la nuit, malheureusement. Et puis le soleil et le vent, ça va, ça vient, un peu, un peu comme ça veut. Et non pas comme on veut. Alors le moyen pour éviter cet inconvénient, c'est le stockage. Alors nous avons déjà deux belles installations qui permettent de faire du stockage. Nous avons une station de transfert d'énergie par pompage à Forêt qui fait 460 mégawatts et une nouvelle qui a été mise en service en fin 2024, début 2025, je ne sais plus exactement, qui se trouve au barrage de Abdelmoumen. Et au total, nous avons aujourd'hui 800, 820 mégawatts de capacité de restituer de l'électricité qui aurait été stockée par suite d'excédents de production d'électricité. Ce qui veut dire que nous avons quand même pas mal de capacités de stockage aujourd'hui. Et en plus de cela, la branche électrique de l'ONE va acquérir pour l'année 2026 ou 2027, je crois, 1600 mégawattheures de batterie, dont le rôle cette fois-ci sera seulement d'absorber les excédents éventuels provenant de l'électricité renouvelable et de la restituer en cas de déficit de production. Donc vous voyez, on a quelque chose comme 800 mégawatts, on a dit, de puissance dans nos steppes, et on a quelque chose comme 1600 mégawattheures. Mégawattheure, c'est une énergie, mais
si on la traduit on l'utilise pendant 4 heures, ça représente une autre puissance de 400 mégawatts qui va venir s'ajouter. Alors tout ça, ça va donner ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire ça va permettre d'envoyer nos excédents de production vers les systèmes de stockage et de récupérer de ces systèmes de stockage l'électricité en cas de déficit de production. Mais voilà, la réalité, c'est que, en fait, le Maroc est en Oui, déficit de production annuel depuis 2020. La réalité, c'est que le Maroc, suite à la mise en route de la centrale au charbon de Safi, s'est trouvé en légère autosuffisance, c'est-à-dire légèrement excédentaire. On a en 2019 fait 102 produit 102% de nos besoins d'électricité. C'est-à-dire que nous avons terminé l'année avec un excédent de production que nous avons exporté à nos amis espagnols. Mais seulement voilà, depuis cette année jusqu'à 2025, nous sommes passés de 102% à 92%. C'est-à-dire que le Maroc est en déficit de production annuel. C'est-à-dire que nous sommes obligés, pour l'instant, d'importer de l'électricité toute faite d'Espagne pour satisfaire nos partie. besoins. Ah, vous allez me dire, mais il faut bien qu'elle serve, cette interconnexion avec l'Espagne. Ah oui, mais c'est l'interconnexion, normalement, il faut qu'elle soit utilisée à des fins commerciales, c'est-à-dire que l'on utilise l'interconnexion que lorsque l'électricité qu'on va importer va coûter moins cher que l'électricité qu'on va produire sur place. Alors, c'est probablement le cas depuis ces dernières années, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour tout ce genre de choses, mais il n'empêche que, il n'empêche que nous sommes de facto en déficit de production. Et le déficit de production provient du fait que l'accélération de la transition énergétique vers le renouvelable n'est pas assez rapide. L'augmentation de la production solaire et éolienne n'a pas été suffisante pour maintenir le niveau de satisfaction des besoins au niveau de 100%. Je ne parle pas de 100,0%, hein, que ça oscille entre, on va dire, 97 et 103%, ne me déplairait pas. Mais de là à descendre à 90%, ce n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Parce que, justement, la dépendance énergétique, le Maroc Efficace. est dépendant énergétiquement de, des sources fossiles qu'il importe. Mais là, en plus, dans le domaine de l'électricité, il est même dépendant. Le Maroc est devenu dépendant de la production d'électricité de ses voisins, en l'occurrence l'Espagne. Et là, bon, c'est un niveau de dépendance encore pire. Hein. Si vous voulez, euh, j'aime bien comparer avec autre chose. Il vaut mieux, si vous voulez, importer de la farine pour faire du pain que d'importer du pain tout fait. Voilà, c'est exactement ça. Il vaut peut-être mieux importer des combustibles pour produire sa propre électricité que d'importer du pain tout fait. Sauf bien sûr lorsque le pain tout fait importé coûte beaucoup moins cher que Ah, celui qu'on pourrait produire sur place. Et ça, ce sont des détails, ce sont des choses qui sont fort probables. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas développé suffisamment de capacités dans le domaine du solaire et de l'éolien parce que je veux ajouter autre chose que je n'ai pas dit depuis le début, c'est que le solaire et l'éolien sont aujourd'hui les électricités les moins chères à produire. Elles coûtent, quand on les fabrique en grande quantité,
moins de 30 centimes le kilowattheure. 30 centimes de dirham, bien sûr. C'est-à-dire que il y a aucune autre électricité qui puisse être compétitive. Et ce n'est pas de la théorie, ce que je dis là. Nous achetons actuellement, tous les ans, pour plus de 4000 gigawattheures, je crois, à des producteurs d'électricité concessionnels qui nous la vendent à quelque chose comme 35 centimes. Et dans ces 35 centimes, il y a aussi leurs bénéfices. Alors, vous savez, quand je dis que ça coûte 30 centimes, je suis raisonnable. Donc, comme vous l'avez précisé, donc d'abord, il y a trois solutions. La dernière que vous avez citée, à savoir le stockage, c'est la solution qu'on trouve la plus évidente et qui se base sur le court terme, savoir les capacités de stockage pour l'énergie qui a été produite en surproduction. Et puis, l'hydrogène vert nucléaire reste toujours des solutions qui sont avec des ambitions en 2040, en moyen de 2040. Et du coup, on est toujours dépendant de l'énergie avec des solutions de l'extérieur, notamment de l'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Alors, j'ai abordé, d'ailleurs comme d'habitude, hein, quand j'aborde des calculs d'ingénierie ou de physique, quoi que ce soit, je les aborde en général il vaut mieux aborder ce genre de travail sans arrière-pensée. Mon but était, parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a des gens qui disent, ah, le dessalement, ça va être une catastrophe, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité pour ça, surtout pour l'osmose inverse, parce que les gens savent que ça prend quelques kilowattheures pour chaque mètre cube. Et donc, ça fait peur. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont complètement optimistes, ils disent, ah non, c'est rien, c'est rien. Alors, pour couper court à tout ce genre de choses, j'ai voulu chiffrer. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré deux approches d'abord. Une approche qui considère deux hypothèses. Il y en a une qui majore et l'autre qui minore. Donc, la première hypothèse, j'ai considéré que chaque chaque mètre cube d'eau dessalée consommerait environ 2,7 kWh. Alors, ce chiffre n'est valable que dans les stations qui sont équipées d'un système de récupérateur d'énergie et je ne sais pas si toutes les stations de dessalement du Maroc existantes l'ont ou pas et si elles l'auront ou pas. Donc, c'est quelque chose qui tire un peu les besoins d'énergie vers le bas. Maintenant, d'un autre côté, j'ai considéré que toutes les stations de dessalement existantes ou à venir vont produire annuellement 100% de leur capacité de production. Ça, c'est un facteur majorant parce que il est peu probable que les centrales soient capables, ces stations de dessalement soient capables de dessaler 100% de leur capacité annuellement. Leur facteur de charge, en général, oscille entre 80% et 90%. C'est-à-dire que on ne produit que 80 à 90% de ce qui peut être produit. Donc voilà, donc j'ai pris deux hypothèses qui se compensent, et puis j'ai fait crédit comment dire, de fiabilité à tous les chiffres que j'ai pu trouver dans la presse ici et là. Je les ai mis dans un tableur, et puis voilà, j'ai calculé quel était le nombre de mètres cubes dessalés que nous produirions tous les ans. Alors j'ai pris historiquement toutes les données depuis 1977 jusqu'à nos jours, et puis j'ai pris tout ce qui est prévu entre aujourd'hui et 2030. Voilà, ça m'a donné une échelle de temps avec des capacités de production données, et les capacités de production, je les ai traduites en, en, en besoin d'électricité pour le dessalement. Et j'ai trouvé qu'en 2024,
Et ces stations de dessalement n'auraient besoin que de 1 à 2% de l'électricité consommée déjà dans le pays. Et que en 2030, ça atteindrait environ 5%. En sachant très bien que les 5%, c'est pas les 5% de la consommation d'aujourd'hui, mais c'est les 5% de la consommation de 2030. D'accord? Qui sera plus grande que celle d'aujourd'hui, bien entendu. Et encore faudra-t-il y répondre, parce que si on n'augmente pas les capacités de production d'électricité, comme je l'ai dit avant, on risque d'avoir de gros ennuis d'ici 2030. Et oui, parce que si on produit moins et si on ne fait pas face déjà en nos besoins d'aujourd'hui sans station de dessalement et qu'on ajoute des stations de dessalement, là, on va être en très mauvaise position. Mais bon, faisons crédit d'intelligence à nos responsables et supposons que ce problème de déficit de production au Maroc sera résolu progressivement. Voilà. Donc, ces stations de dessalement devraient absorber entre 1 et 5% de nos besoins entre ici et 2030. Ce qui reste finalement, D'accord. c'est une réponse intermédiaire. Ce n'est pas une catastrophe parce que si ces stations de dessalement avaient eu besoin de 20% de notre électricité, alors on serait mal, d'accord? Et si c'était à 1%, à moins de 1%, ben, tous ces optimistes BA auraient eu raison. En fait, c'est quelque part un résultat qui est intermédiaire entre les deux. Et ce n'est pas impossible de faire face à un tel challenge. Et je pense que nos responsables le savaient. Je ne pense pas que mon travail ait été unique. Simplement, le travail qui a dû être fait au niveau du ministère de l'Énergie ou au niveau de l'office de l'ONE n'ont pas été publiés in extenso, chose que moi je fais de façon régulière. Bien entendu, Monsieur Bennouna. Donc, on a vu comment notre pays, 40 000 gigawattheures ou bien 40 térawattheures, et on a vu que malgré les investissements dans l'éolien solaire ou même les partenariats privés-publics, une partie d'énergie reste toujours importée et on reste toujours dépendant. On a parlé des limites des renouvelables et de l'intérêt de nucléaire, des SMR, Small Modular Reactor, des ressources locales comme de l'uranium contenu dans des phosphates et des solutions qui sont, à savoir l'hydrogène, qui reste toujours une des solutions qui est promoteuse. Ce qui ressort, c'est que l'indépendance énergétique, aujourd'hui, restera toujours, n'est pas une question de technologie, mais c'est une vision, c'est un mix équilibré, stratégique, mais de vision sur le long terme. Donc, il faut combiner, comme vous l'avez dit, les solutions disponibles, investir dans la recherche et développement, comme le cas avec les petits réacteurs modulaires, investir aussi à la fois sur la combinaison et ce mix pour qu'il soit justement complémentaire et qu'il permet justement d'absorber nos besoins et nos déficits énergétiques. Et donc pour finir, atteindre l'objectif d'indépendance énergétique au Maroc est possible, comme vous l'avez dit, mais il va demander des choix courageux pour une planification, pour une vision sur le long terme et une innovation constante de notre pays et surtout pour le déploiement quotidien et constant sur ces solutions. On a vu que vraiment il y en a des solutions, à savoir le stockage, c'est-à-dire que on perd pas notre énergie, mais on la stocke en la gardant pour des usages industriels et autres. Mais comme on a justement arrivé à la fin de notre épisode, je tiens à remercier M. Bennouna de ce partage qui est très, très, très enrichissant en matière énergétique et qui nous a justement permis d'approfondir plus sur la situation actuelle du Maroc énergétiquement et qu'est-ce qu'on peut justement voir pour les futures décennies, pour les futures années et pour le futur à venir. Donc, je me permets justement de vous ouvrir cette question. On reste sur une question ouverte à nos auditrices et auditeurs. Selon vous, quel mix énergétique devrait guider le Maroc pour les prochaines décennies? Une question que je vous laisse ouverte. Pour plus de réflexion, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées,
vos réflexions. Et je laisse justement M. Bennouna avec un dernier partage ou une dernière intervention avant de clôturer notre épisode. Bien, alors avant, je sais comment je vais conclure. Alors pour l'instant, ce que je vais dire, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de bon mix. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des solutions qui sont valables à un instant donné et qui ne sont plus valables plus tard ou qui n'étaient pas valables à l'instant d'avant. Alors aujourd'hui, ce que nous avons entre nos mains, c'est des ressources renouvelables, solaires et éoliennes, et nous devons les exploiter à fond en domptant leur intermittence avec des moyens de stockage. Donc le mix énergétique, le mix électrique que nous allons, dans lequel nous devrions aujourd'hui nous enfoncer plus avant, est formé de ça, donc d'éolien, de solaire et de stockage. Enfin, plus exactement d'éolien, de solaire appuyé par du stockage. Maintenant, dans une vingtaine d'années, nous allons avoir quelque chose comme 2000 et quelques mégawatts de, oh là là, plus que ça même, oui, de charbon qui vont être arrêtés parce que le contrat de production sera arrivé à son terme et on ne pourra plus continuer à produire avec le charbon à cause du changement climatique. Et de ses conséquences, hein, notamment avec des histoires d'empreinte carbone pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Mais donc, on va devoir démanteler ces centrales au charbon. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait matière à mettre en place des 2 ou 3 tranches de centrales nucléaires pour produire les 24 000 gigawattheures qui sont produits par ces 2 centrales. Bon, et donc, en attendant, il faut mettre en place des capacités qui soient à même de satisfaire au moins 1400 gigawattheures par an, qui est l'augmentation moyenne de notre demande. Ceci étant dit, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et au Maroc, nous ne sommes pas un gros consommateur d'énergie. Nous faisons partie des pays dont la consommation par habitant est relativement faible dans le monde. Mais il n'empêche qu'il y a à l'intérieur du pays une partie de la population qui probablement surconsomme de l'énergie et elle serait bien inspirée de baisser sa consommation pour permettre justement aux tranches les plus défavorisées de la population de pouvoir accéder à plus de consommation d'énergie. Parfait. Merci de votre témoignage, merci de votre intervention, M. Bennouna, et d'avoir accepté cette invitation pour participer au premier épisode de la 2e saison de ce podcast. Donc, je vous remercie, chères auditrices et auditeurs, de la qualité de votre écoute, et on se tient justement, on reste sur d'autres épisodes à venir avec d'autres intervenants et justement avec des sujets qui sont intéressants et d'ordre humain, technique et toujours dans le même sujet et dans la même thématique de génie civil, d'énergie et de tout ce qui est en fait ce qui nous intéresse dans ces métiers-là. Donc je vous remercie, Monsieur Bennouna. On a Merci fini. pour votre invitation et bonne continuation. Et Merci beaucoup. aujourd'hui est un grand jour quand même, il faut le signaler parce que peut-être que le conflit entre, enfin, l'attaque contre l'Iran a prévu un cessez-le-feu et j'espère que nous allons pouvoir respirer un petit peu dans les prochains jours.
on espère. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on espère justement qu'on respire et que tout le monde profitera justement de cette situation qui sera justement plus ou moins stable. Merci. On va arrêter le streaming.